RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique qui vous plonge bien entendu au cœur des questions d'actualité, d'ici tout comme d'ailleurs. Et vous le savez, l'actualité reste dominée par cette agression de la RDC par le Rwanda par devers le M23. Et aujourd'hui, vous savez que le Rwanda est presque vomi par ses partenaires. Ça et là, ce sont ses partenaires qui décident contre lui, contre ses dirigeants. Des sanctions fusent de partout. Et nous allons donc, au cours de cette émission, en savoir un peu plus. Quel est l'impact de ces sanctions vis-à-vis du Rwanda? Est-ce que devront-elles aboutir à amener la paix, à pousser le Rwanda à retirer son armée de la République démocratique du Congo? Nous allons en parler dans cette émission. Également, la dernière rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame au Qatar, à Doha, sous l'égide de l'émir du Qatar. Ça fait débat. Est-ce que cette initiative est en train d'enterrer l'initiative purement africaine, notamment le processus de Nairobi ou le processus de Luanda? Nous en parlons également dans cette émission. Et pour ce faire, nous avons cherché pour vous un invité, pas n'importe qui, une personne très connue. Léonard Che Okitundu, député national de l'Union sacrée de la Nation, deuxième vice-président de la Commission des relations extérieures, ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC, ancien directeur de cabinet d'un président de la République. En tout cas, il est rodé, c'est un homme outillé par rapport à cette question. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver après plusieurs années sur ce plateau de Mise au point. Merci bien. Merci effectivement de m'avoir invité. Alors, je l'ai annoncé tantôt, plus de 30 ans, la guerre se vit dans la partie est de la RDC. Et cette guerre, toujours le Rwanda, encore le Rwanda, qui soutient les différentes rébellions pour mener la guerre à RDC. Alors, selon vous, aujourd'hui, quel peut être le vrai mobile de ces guerres récurrentes menées par le Rwanda contre la RDC depuis 3 décennies? Alors, merci. Vous savez, le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda date effectivement à la suite de la commission du génocide dans ce pays. Après la commission de ces crimes extrêmement graves et qui est considéré comme même le plus grave sur le plan international, la communauté internationale nous a presque obligés de recevoir dans ce pays, avec armes et bagages, ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda. C'est ce qu'on appelait à l'époque les Interahamwe et les ex-phares. Ces gens sont venus chez nous, parce qu'effectivement, pourchassés par le FPR, sous l'égide de président Paul Kagame à l'époque, et on craignait au fait, de la part de la communauté internationale, la commission d'un génocide de revanche. C'est pour ça que finalement, il n'y avait pas d'autre moyen que d'accueillir ces gens en République démocratique du Congo. Je crois que tout part de là. Ces gens sont venus chez nous, comme vous savez, et après, lorsque M. Laurent Désiré Kabila est entré, si vous voulez, dans la danse à l'époque, profitant de la brèche qui a été ouverte par l'arrivée du FPR à Kigali, et en même temps, à l'époque, je crois que si vous vous rappelez très bien, il y avait une entente vraiment étroite entre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. À l'époque, on parlait d'une nouvelle génération
des politiques dans la région, et avec l'appui, il faut quand même le dire, d'une bonne partie aussi de la communauté internationale. Et le régime du président Mobutu était en processus vraiment de délitement le plus complet, et rejeté aussi par la communauté internationale. Donc tous ces facteurs conjugués ont fait que la crise s'est extrêmement aggravée. Pour quelles raisons? M. Laurent Désiré Kabila, à l'époque, était en train de chercher le renversement de la dictature dans notre pays. Et Paul Kagame, Museveni, et à l'époque le président burundais, étaient en train de tout faire pour éviter que les génocidaires qui sont venus chez nous ne puissent profiter de leur présence en République démocratique du Congo pour créer une base arrière pour la reconquête du pouvoir au Rwanda. Alors, M. Laurent Désiré Kabila, comme vous savez, je l'ai souvent rappelé à plusieurs reprises lors de mes interventions, il ne peut pas y avoir une rébellion qui tienne si vous n'avez pas d'un pays limitrophe comme base arrière. Et à l'époque, la boucle était bouclée. Parce que quand le président Mobutu était au pouvoir, il y a eu un gentleman agreement qui a été signé comme une espèce de modus vivendi entre la dictature de l'époque et tous les régimes des pays voisins, qu'ils soient à l'époque de droite ou de gauche. Il y a eu une bonne entente entre le chef de l'État congolais et tous les chefs d'État des pays limitrophes. Dans quel sens? C'est-à-dire que il y a un consensus qui s'est dégagé. Aucun de ces pays ne peut offrir une base arrière à une rébellion congolaise pour le renversement de la dictature du président Mobutu. Et vice-versa. Et vice-versa, le président Mobutu prenait l'engagement de ne pas se mêler des affaires intérieures des pays limitrophes. Si bien que finalement, pour M. Laurent Désiré Kabila à l'époque, qui avait boycotté même la conférence nationale souveraine, parce qu'à l'époque, d'après notre conception de la révolution de l'époque, on considérait les opposants à l'intérieur du pays comme de simples dissidents à la dictature. C'est-à-dire les règlements de compte entre ceux qui s'entendaient très bien, mais qu'à un moment donné, il y a eu des contradictions. Ils changent de camp, ils vont voilà. dans l'opposition. Exactement. C'est pour ça que M. Laurent Désiré Kabila avait boycotté la conférence nationale souveraine. Alors, ce qui fait que le seul moyen de lutter contre la dictature, vu aussi la répression à l'intérieur, rappelez-vous, même feu Premier ministre Étienne Tshisekedi a subi beaucoup de répression de la part de la dictature à l'époque. Vous savez, avec les 13 parlementaires, vous savez le sort qui leur est arrivé. Alors on est parti de l'idée qu'il était difficile de mener une opposition pacifique à l'intérieur du pays et que le seul moyen c'était partir de pays limitrophes. Et comme les pays limitrophes avaient interdit aux opposants congolais de servir leur pays comme de base arrière, la boucle était bouclée. Alors, même voilà qu'arrive le génocide du Rwanda, et le génocide du Rwanda a finalement ouvert une brèche dont le président Kabila a profité. Il y a une opportunité qui s'est présentée. Une opportunité qui s'est présentée. Donc, il y avait... Pour renverser le pouvoir à Kinshasa et aussi pour les autres pays d'empêcher les FDLR qui étaient au Congo de les attaquer. Donc, aidez-nous à renverser la dictature et arriver au pouvoir. Nous allons tout faire pour que notre pays ne serve pas de base arrière pour la déstabilisation du Rwanda et à l'époque même le Burundi ou l'Ouganda. C'était ça. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus, accord de l'Émirat, tout. Est-ce que le président Kabila avait cédé une partie du territoire? Il n'en est absolument rien du tout. S'il y avait un pacte,
c'est effectivement celui-là. Donc, si vous voulez, il y avait un concours de circonstances, comme vous avez dit, mais il n'y avait pas identité, effectivement, d'intérêt. Nous voulons le renversement de la dictature, eux, ils veulent préserver leur pays. C'est comme ça. Alors, c'est pour cela qu'il faut bien saisir cette affaire. La présence des Interahamwe et des ex-FAR dans notre pays a été un boulet et une conséquence du génocide dont nous subissons aujourd'hui les effets dans notre pays. Alors, effectivement, les trois pays ont aidé le président Kabila dans le cadre de l'AFDL, comme vous savez, pour renverser la dictature. Mais, comme vous savez, dans beaucoup de pays, même en Afrique du Sud, si on a pu sortir de l'apartheid, c'est parce qu'il y avait le pays de la ligne de front qui ont aidé l'ANC pour renverser le régime de l'apartheid. Mais une fois qu'on a atteint l'objectif, c'est-à-dire l'apartheid finalement a pris fin, alors inévitablement, ce pays se redéploie, donc retourne dans leur territoire respectif et laisser les nationaux s'occuper de leurs propres affaires. Mais ce qui n'a pas été le cas pour la RDC. Ce qui n'a pas été le cas pour la RDC, et les gens qui ont apporté le concours au président Kabila ont voulu se comporter dans ce pays comme en terre conquise. Alors là, évidemment, nationaliste qu'il était, M. Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas accepter cela. C'est pour ça qu'il leur a donné, je crois, 48 heures pour quitter le pays. Et ces gens sont repartis. Alors, une fois là, effectivement, ils ont créé d'autres rébellions pour maintenant renverser le président Kabila. Alors, c'était pour ça, et le grand conflit avec le Rwanda commence là. C'est-à-dire, ils n'ont pas supporté que Musée leur ordonne de quitter le territoire de la République démocratique du Congo. Mais là, encore une fois, il y avait aussi conjonction d'intérêts. Il y a des opposants congolais qui voulaient renverser le pouvoir du président Kabila. Alors ils ont trouvé dans ce pays des bases arrières pour finalement s'occuper du président Kabila. Alors tout est parti de là jusqu'à son assassinat, comme vous savez. Et par la suite, alors je ne vous fais pas... Tout à fait. Alors, ces scénarios-là, oui, maintenant, ça fait, et depuis justement les génocides de 1994 jusqu'à aujourd'hui, oui, il n'y a plus de paix dans l'est de la RDC. Il n'y a plus de paix. Alors, le Rwanda avait changé de narratif puisque d'une simple aide pour renverser le pouvoir et sécuriser son pouvoir, aujourd'hui, 30 ans après, on a changé de narratif. C'est maintenant une occupation du territoire ou pour des intérêts économiques. Alors, il y a des raisons réelles de l'occupation de notre pays et des raisons apparentes. Aujourd'hui, si vous regardez dans la rhétorique, ou même le narratif auquel vous faites allusion, et qu'invoque Kigali aujourd'hui pour déployer ses troupes dans notre territoire en violant de manière extrêmement grave l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, c'est d'abord le fait qu'il y aurait des génocidaires dans notre pays qui menaceraient la sécurité du Rwanda. Ça, c'est la première raison apparente. La seconde raison apparente, c'est que la communauté Tutsi en République démocratique du Congo était persécutée. Voilà les deux raisons apparentes qu'avance Kigali. Mais en examinant très bien cette affaire, on considère que ce sont, pour ne pas paraphraser tout ce qui s'est dit actuellement, des prétextes fallacieux qui sont avancés pour couvrir la raison réelle. Oui, laquelle? C'est effectivement le pillage de ressources critiques dans notre pays. C'est ça, à mon avis, la vraie raison. Parce que, comme vous le savez, le fameux FDLR, quand on parle de FDLR aujourd'hui,
ce sont les descendants de ceux qui ont commis le génocide. Parce que ces gens estiment que on les a exclus de la gestion de l'État dans leur pays, et que par conséquent, ils se sentent dans l'obligation de renverser le pouvoir à Kigali. Du moins, c'est cela. Mais, si l'on regarde très bien, jusqu'à présent, depuis que la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a commencé, il n'y a aucun acte significatif qui a été commis par ces fameux FDLR sur le territoire rwandais jusqu'aujourd'hui. Aucun acte. Donc, prétexte fallacieux. Alors, donc c'est complètement fallacieux. La communauté Tutsi, mais s'il vous plaît, moi je pense qu'il n'y a pas eu un gouvernement ici où la communauté Tutsi n'était pas représentée. Hein? Et puis on les a vus, mais dans l'armée, dans les services de sécurité et tout, et la communauté Tutsi était remarquée. Je n'ai pas vu, en tout cas, une véritable répression à l'égard de la communauté Tutsi. Moi qui vous parle, si vous vous rappelez très bien, je crois qu'à un moment donné, justement, quand le président Kabila avait ordonné aux troupes rwandaises de quitter le pays dans 48 heures, effectivement, et que les autres ont voulu finalement non seulement aider ce qu'ils ont appelé la rébellion interne à l'époque, mais aussi les troupes rwandaises aussi, il y a eu une espèce de vindicte populaire, justifiée d'ailleurs, parce que la population congolaise n'accepte absolument pas du tout qu'un pays étranger puisse porter atteinte à la souveraineté de notre pays et à la protection de l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, j'ai dû m'imposer pour dire, non, écoutez, mes chers compatriotes, tous les membres de la communauté Tutsi ne sont pas responsables de ce qui nous est arrivé. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait une revanche généralisée. Il faut cibler ceux qui ont commis des actes concrets. C'est pour ça que j'ai apporté j'ai tout fait pour qu'on protège cette communauté-là, donc je suis très bien placé pour le dire. Donc, il n'y a nullement persécution des membres de la communauté Tutsi dans notre pays, et puis en plus, il n'y a aucun acte concret qui menacerait la sécurité du Rwanda à partir de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors on va évoluer. Le Rwanda, justement, a continué son action en armant les rébellions pendant plusieurs années. Et dernièrement, nous avons remarqué que depuis l'occupation justement de la ville de Goma et aussi de Bukavu par le M23 soutenu par l'armée rwandaise, qui est sur le territoire congolais, nous avons remarqué un vent diplomatique sans précédent. Les anciens partenaires du Rwanda ont commencé à sanctionner aussi bien certains de ses dirigeants que le pays tout entier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cela est dû à une certaine réussite de la diplomatie congolaise déployée par le chef de l'État? Affirmatif. Pour quelle raison? Parce que, comme vous savez, lors de la commission du génocide au Rwanda, personne n'est venu au secours des victimes du génocide. Il faut vous rappeler ça, c'est une réalité. Et nous-mêmes, là, on a été solidaires des victimes du génocide parce que c'est un crime horrible qui est aujourd'hui abhorré par toute la communauté internationale. Et d'ailleurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a dit « plus jamais ça ». C'était le slogan « plus jamais ça », c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'un tel acte aussi cruel soit recommis dans le monde. Mais voilà, un nouveau génocide a eu lieu au Rwanda, si bien que, à partir du moment où aucun pays membre de la communauté internationale n'est venu au secours de ces gens, le régime de Kigali a culpabilisé toute la communauté internationale. C'est pour ça. Et la communauté internationale, effectivement, mise en cause par là, souffre d'une mauvaise conscience par rapport à la non-assistance à personne en danger au Rwanda. C'est ce qui fait que on a fermé les yeux sur le comportement du régime de Kigali
Et en même temps, Kigali aussi a bénéficié un grand accompagnement de toute la communauté internationale pour reconstruire le pays après le génocide. Donc, si vous voulez, rien que par la commission, la commission du génocide, Kigali avait le vent en poupe dans le microcosme diplomatique dans le monde. C'est ça la question. Alors, si bien que on fermait les yeux sur tout ce que faisait Kigali. En l'occurrence, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il a suffi que le régime de Kigali dise qu'au Congo, il y a des gens qui menaceraient la sécurité du Rwanda ou qui seraient en situation de pouvoir recommettre un nouveau génocide au Rwanda, pour que finalement, toute la communauté internationale manifeste une grande complaisance à l'égard de Kigali. Et c'est pour ça que, sur le plan diplomatique, effectivement, ce pays avait une longueur d'avance sur nous. C'est ça, au fait, la question. Et pour utiliser le langage courant actuellement, Kigali a fait du génocide un véritable fonds de commerce. C'est ça la question. Mais aujourd'hui, la tendance est en train d'être renversée. Alors, avec la vague des sanctions. La vague des sanctions, pour quelle raison? C'est que finalement, la communauté internationale ne voulait pas, à travers cette culpabilisation à outrance du monde entier, que Kigali puisse se considérer comme disposant d'un blanc-seing pour commettre n'importe quel acte dans les pays limitrophes, et en particulier la République démocratique du Congo. Et tout particulièrement en violant l'intégrité du territoire et en se comportant en République démocratique du Congo, effectivement, comme en terre conquise. Donc, une véritable promenade de santé militaire. Et ça, je crois que la communauté internationale ne supporte plus. Donc, au fur et à mesure, on a commencé à réaliser que c'est que avancer Kigali était une véritable mascarade. Par conséquent, il fallait rappeler Kigali à l'ordre. Mais là, il a fallu quelqu'un. Et c'est pour ça que moi, effectivement, j'apprécie l'action du président de la République, comme vous avez vu. Je crois qu'il a parcouru le monde entier pour mettre... Deux fois incompris hier par certains qui pensaient qu'il dilapidait l'argent du pays à travers des multiples voyages improductifs. Mais ça valait le prix. Parce que la diplomatie, effectivement, c'est le déplacement. Moi-même qui étais ministre des Affaires étrangères, je me rappelle, quand j'étais... Parce qu'un ministre des Affaires étrangères qui ne voyage pas et qui ne défend pas le pays à travers le monde n'est pas un ministre des Affaires étrangères. Alors, d'ailleurs, ce serait alors le ministre de l'Intérieur. Donc le chef de l'État, c'est le premier diplomate de la République. Et par conséquent, sa voix compte. Alors, et dans toutes les enceintes qui sont tenues depuis qu'il est au pouvoir, il en a profité pour mettre à nu le régime de Kigali et puis en même temps tout faire pour sortir la communauté internationale de sa léthargie et leur dire qu'en tout cas, parce que après tout, c'est quoi? C'est le sort des populations congolaises qui subit les conséquences de la violation de l'intégrité territoriale de notre pays. Ce sont nos populations à nous. Et pendant ce temps, le Rwanda est paisible et en plein développement économique, même en plein décollage, toutes proportions gardées, alors que nous, on est en train de... Oui, mais malgré tout ça, c'est vrai. Bon, il y en a qui pensent que les sanctions sont là, c'est vrai. Mais quels peuvent être l'impact de ces sanctions? Pour quel impact toutes ces sanctions? Quand on sait qu'aujourd'hui, Goma est encore occupé, Bukavu est encore sous occupation, les sanctions fusent, Kagame voyage normalement. À quoi ça sert finalement? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Non, les sanctions ciblées, c'est un maillon dans la gradation de toutes les mesures qui peuvent être prises sur Kigali. Donc c'est un signal fort qu'on donne. Mais de toute façon, comme vous avez remarqué, effectivement, les sanctions ciblées sont un petit peu symboliques lorsqu'elles visent des personnes déterminées. Chez nous, par exemple, il y a eu des personnes qui ont subi des sanctions ciblées, mais sans grand effet. Bon, mais c'est un signal fort
qu'on envoie à Kigali pour dire attention, si vous continuez, mais alors à ce moment-là, il y aura des sanctions beaucoup plus graves qui viseraient non plus les individus, mais les pays. Mais regardez par exemple l'entreprise qui procède à l'exploitation de l'or qui est actuellement à Kigali. Je pense que là, des mesures ont été prises par l'Union européenne contre cette entreprise, et ce qui fait que il y aura un manque à gagner du gouvernement de Kigali qui effectivement fait mal. Et donc je pense que c'était déjà un signal fort, et aujourd'hui Kigali ne peut plus dire tout ce qu'il veut dans les enceintes. Est-ce qu'à l'international, on peut dire que l'image du président rwandais est quand même éternie aujourd'hui par rapport à... En tout cas, à l'image cet effet diplomatique. est bréchée. Aujourd'hui, je pense que le président Kagame n'a plus l'aisance dont il faisait montre auparavant. Rien qu'à voir, par exemple, la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique est un élément extrêmement important. Et ensuite, il avait un allié privilégié, c'est la Grande-Bretagne. Mais l'attitude du Premier ministre actuel n'est plus celle des anciens Premiers ministres, qui effectivement montre que Kigali aujourd'hui est vraiment en difficulté sur le plan diplomatique, et nous pouvons effectivement saluer la contre-offensive du chef de l'État sur le plan diplomatique, qui commence à récolter des fruits. Bon, mais c'est vrai que l'essentiel pour nous, c'est l'objectif. Ce ne sont pas des sanctions ciblées. Ce que cherche le peuple congolais, c'est que les troupes rwandaises se redéploient et quittent la République démocratique du Congo. Quand nous obtiendrons cela, alors vraiment, on aura atteint, c'est la sanction suprême, celle-là. C'est parce qu'en ce moment-là, nous allons recouvrer l'intégrité de notre territoire, et les populations déplacées pourront regagner leur domicile. À partir de ce moment-là, ce sera une très bonne chose, parce qu'on pourrait ensuite voir dans quelle mesure nous pouvons établir des relations de bon voisinage, parce que de toute façon, comme je dis toujours, c'est notre voisin à vie. C'est notre voisin à vie, effectivement. Maintenant, on va parler des pistes de solutions par rapport à cette question de l'agression rwandaise. Et comment vous avez interprété l'échec du processus de Luanda le 15 décembre 2024, une rencontre qui était prévue entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, qui a brillé par son absence? Comment vous l'avez interprété à cette époque-là? Là, il faut dire que il n'y a que le président Kagame qui puisse répondre à cette question-là. Parce que le président de la République était présent, il était au rendez-vous. Et c'est l'autre chef de l'État qui n'est pas venu à la rencontre. Donc c'est là le problème. Et c'est un échec. Bon, en tout cas pour nous, nous avons marqué notre présence, donc on est irréprochable sur ce plan-là. Alors c'est pour ça que la rencontre n'a pas eu lieu, et finalement, il y a eu ce qui s'est passé à Doha. À Doha, oui, une rencontre au niveau de Luanda ratée, mais une rencontre non prévue. Oui. Mais alors justement, on en parle trop, ça fait débat justement cette rencontre-là, non prévue. Est-ce qu'on peut dire que le processus africain, purement africain, Luanda, Nairobi, enterré, ou c'est le Qatar qui a damé le pion aux Africains par rapport à la médiation? Oui, mais avant ça, il faut quand même rappeler aussi que le président angolais, après l'absence du président Kagame à Luanda, avait préconisé cette fois-ci une rencontre directe entre le gouvernement de la République et la rébellion. Bon, mais finalement, la délégation congolaise était présente à Luanda, mais la rébellion s'est dérobée, s'est rétractée à la dernière minute en avançant deux prétextes. Le premier, c'est que l'invitation a seulement été lancée à une composante de l'alliance du fleuve Congo, et non pas au coordonnateur de cette alliance. Deuxième chose, c'est
personnalités de la rébellion ont été sanctionnées par l'Union européenne. Alors là, pour eux, puisque ces sanctions pour eux, ils les ont reçues comme dissuasives par rapport à leur présence à Luanda, et ils ne sont pas allés, alors que nous, République démocratique du Congo, nous étions représentés par une délégation gouvernementale. Alors vous voyez, donc ici, le comportement de la République démocratique du Congo par rapport au processus de Luanda est irréprochable. On ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit. Alors c'est aux médiateurs d'en tirer les conséquences. Alors maintenant, écoutez, on parle beaucoup de Doha. Oui. Mais enfin, s'il vous plaît, moi j'ai toujours dit que, indépendamment du processus de Luanda, indépendamment du processus de Nairobi, je vous assure que ceux qui sont concernés par cette agression, c'est principalement la République démocratique du Congo. Et le temps n'est pas en notre faveur. Nous ne pouvons pas accepter que les populations continuent à trimer dans la forêt, en train d'errer avec toutes les souffrances que cela implique. Il faut vite trouver une solution rapide au déplacement des populations dans notre pays. Alors, ce qui fait que nous devons rapidement trouver une solution. La solution africaine, effectivement, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que, en principe, nous sommes membres des Nations Unies et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est l'organe politique principal, permanent, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc, en principe, s'il y a quoi que ce soit, généralement, c'est le Conseil de sécurité qui intervient. Mais on estime qu'il faut d'abord qu'au niveau du continent, on fasse des efforts pour trouver un compromis entre les agresseurs. Si le continent, donc la région, est dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de résoudre le différend, à partir de ce moment-là, le Conseil de sécurité est obligé de prendre ses responsabilités. Mais vous avez remarqué aussi que malgré le fait qu'il y ait ce processus dans le principe de subsidiarité, il y a quand même eu une grande réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, convoquée à la demande de la République démocratique du Congo, parce qu'on trouvait que ce n'était pas possible d'attendre, surtout que après Bunagana, Goma a été occupé. Donc on ne pouvait plus le laisser indifférent. Sinon, alors, comment expliquer à la population notre indifférence ou notre inaction par rapport à cet acte horrible du pays voisin. Alors, et le Conseil de sécurité a pris une résolution 2773 qui oblige Kigali à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et à cesser tout appui à la rébellion. Bon, et puis de l'autre côté, effectivement, comme d'habitude, vous savez que ici, le Conseil de sécurité, c'est un organe politique. Ce n'est pas un organe judiciaire. Mais Doha, la rencontre de Doha n'a pas eu lieu sous l'égide du Conseil de sécurité. Oui, mais c'est pour dire que, parce que les gens veulent mettre le focus sur le sommet ou la rencontre de Luanda, de Doha, pardon, et croire par là que on s'est quelque part départi du processus de Luanda. Il n'en est pas question. Mais pour nous, Congolais, je pense que cette question devrait plutôt trouver un éclaircissement entre le médiateur et le Rwanda, ou alors avec la rébellion, et non pas du côté de la République démocratique du Congo. Mais puisque nous sommes concernés, tout État qui est en mesure d'ouvrir une piste qui puisse conduire au recouvrement de la paix en République démocratique du Congo, nous devons en profiter. Et c'est pour cela, et puis aussi, la question de la discrétion est un élément aussi important. Alors, mais voilà que le président rwandais a refusé d'aller à Luanda, mais a accepté d'aller à Doha. Alors, nous ne pouvions pas dire, écoutez, on n'y va pas, alors que
même si le Qatar n'est pas de la région africaine, il n'empêche que le Qatar a joué un rôle important dans le règlement des différents conflits dans le monde. Donc le Qatar est aussi très bien placé pour ça. Première chose. Deuxième chose, il y a le fait que le Qatar est un partenaire important pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Il y a des projets d'investissement gigantesques. Et pour le Rwanda également. Et pour le Rwanda également, effectivement. Et d'ailleurs, c'est plus concret au Rwanda parce qu'il y a des projets qui sont déjà réalisés, alors que chez nous, c'est encore en cours. Par conséquent, et puis le président de la République s'est rendu à plusieurs reprises au Qatar, indépendamment du conflit avec le Rwanda, mais dans le cadre de la coopération entre cet émir du Golfe et la République démocratique du Congo. Donc là, il y a eu une ouverture, le président ne pouvait pas rester indifférent. Voilà. Alors, et puis, dernier élément important que vous devez savoir, oui. Vous savez, dans ces conflits-là, moi j'estime que, indépendamment du processus de Luanda et du processus de Nairobi, rien ne vaut, pour le règlement définitif de ce conflit, la rencontre en tête-à-tête entre le chef de l'État du pays agresseur et le chef de l'État du pays agressé. Ce sont les responsables, les premiers responsables de ce pays, et chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a moyen de trouver une solution. C'est d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a aussi rébellion dans notre pays, c'est sous les auspices du président rwandais. Alors, sinon, cette rébellion n'existait pas. Donc, mieux vaut traiter avec le parrain de la rébellion qu'avec ses affiliés. C'est qu'on qualifie des pantins. Voilà. Vous voyez ? Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. En tout cas, on nous dit que nous n'avons plus que 3-4 minutes là, avant de boucler la boucle. Ouais. Maintenant, au niveau de solutions. Ouais. Piste de solutions pour mettre fin à cette guerre et recouvrer la paix en RDC. Voie militaire, voie diplomatique, quel est votre point de vue? Non, tout à fait clair. Je crois que le président de la République a été suffisamment clair sur ce plan. Nous avons, nous, opté pour la voie diplomatique. C'est la meilleure façon de régler le conflit. Alors, parce qu'actuellement, effectivement, nous sommes en guerre, mais nous sommes dans une posture défensive. Nous défendons l'intégrité de notre territoire. Ce sont les autres qui sont agresseurs. Donc là, on ne va pas rester les bras croisés et ne pas nous défendre militairement. C'est tout à fait clair. Mais par contre, pour le règlement définitif, il est important de privilégier la voie diplomatique, parce que, comme vous savez, la guerre, on sait comment on la commence, mais on ne sait pas comment elle se termine. Et ceux qui souffrent des affres de la guerre, c'est particulièrement les populations congolaises dont nous sommes redevables du point de vue de la sécurité et de le bien-être dans notre pays. Alors, je m'en vais vous poser la dernière question de cette émission, M. Léonard Chiokitundu. Au niveau interne, il me semble qu'il se pose un problème de fissure de la cohésion nationale qui favoriserait des rébellions, et le chef de l'État a mieux pensé d'entrevoir un gouvernement d'union nationale. Pensez-vous que ça soit un remède efficace à l'interne pour cimenter la cohésion nationale? Bon, mais écoutez, déjà sur le plan constitutionnel, dans les attributions du chef de l'État, le président est le symbole de l'unité nationale dans sa diversité. Et par conséquent, et d'ailleurs la Constitution le prévoit, le gouvernement de la République doit inévitablement être composé en tenant compte de la représentativité de toutes les provinces. C'est déjà un fait important. Alors, et puis, tout à fait particulièrement, à partir du moment où nous sommes en guerre, nous sommes agressés par un pays étranger, rien ne dépasse le rassemblement de tout le monde pour s'occuper d'abord de l'agression, et enfin, nous viendrons régler nos comptes après, lorsque l'agression aura pris fin. Mais tant que nous sommes encore un pays agressé, et si vous êtes patriote, il faut nécessairement vous rassembler pour d'abord vaincre cette agression, et après, on viendra régler nos comptes diplomatiquement, pas diplomatiquement, mais démocratiquement, en tenant compte des instances constitutionnelles du pays. Et puis, dernier élément, parce que je crois que vous aviez voulu qu'on aborde cette question-là, c'est la médiation des églises aujourd'hui. Et là, encore une fois, s'il vous plaît, vous savez,
il faut vous rappeler la teneur de l'article 1er de la Constitution de la République. Les gens oublient cet élément-là. La République démocratique du Congo est un État laïque. Vous savez ce que disait Victor Hugo? Et moi qui vous parle, je suis moi-même croyant, je suis de la famille chrétienne et je sais de quoi je parle. La République démocratique du Congo est un État laïque, donc la laïcité prône la séparation de l'Église et de l'État. Vous savez ce que disait Victor Hugo? L'État chez lui, l'Église chez elle. Et Victor Hugo continue, je veux l'État laïque, purement laïque et exclusivement laïque. Il faut qu'on se rappelle cela. La croyance doit être réservée dans le domaine privé. Vous comprenez? Dans le domaine privé. Alors, par contre, ce que nous voyons aujourd'hui avec cette initiative de la CINCO et même de l'ECC, c'est révélateur de la faillite de la classe politique congolaise. Vous comprenez? C'est-à-dire que, à un moment donné, puisque la politique a horreur du vide, à un moment donné, il faut trouver quelqu'un qui puisse apporter son concours pour ramener la cohésion nationale qui nous fait défaut aujourd'hui. Donc c'est sur ce plan qu'effectivement l'Église a raison. Nous devons peut-être pas nous opposer à la démarche entreprise par l'Église, mais nous pouvons aussi malgré tout manifester une compréhension par rapport à leur démarche, vu l'inaction de la classe politique congolaise qui est visiblement incapable de trouver la solution par rapport à la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. Voilà, merci. En tout cas, ça en est fini, mais je vous laisse quand même 30 secondes pour un message. Avez-vous un message particulier adressé à tous ces nombreux téléspectateurs éparpillés à travers le monde qui vous suivent aujourd'hui, ce soir? Bon, moi, très particulièrement, vous savez, je voudrais consacrer la fin de cette émission à une pensée à l'égard des personnes déplacées à l'est de la République démocratique du Congo et à ceux qui subissent aujourd'hui les affres de l'agression de notre pays dans la partie est. Et je leur dis qu'effectivement, qu'ils ne soient pas désespérés et que de toute manière, la victoire de la patrie est certaine et incontournable. Nous allons tout faire pour recouvrer l'intégrité de notre territoire et vivre tout paisiblement comme nous étions. Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, ça en est fini avec cette livraison de votre magazine Mise au Point. Nous recevions ce soir Léonard Chéo-Kitundu, député national, deuxième vice-président de la Commission de Relations extérieures de l'Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, de M. Laurent Désiré Kabila, un chevronné dans des questions de la diplomatie en tout cas. Il a partagé avec nous ses réflexions par rapport à la situation d'agression dont la RDC est victime. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver exactement dans une semaine avec un autre numéro de Mise au Point. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.